Vertige mathématique. Alors on s'est quitté la dernière fois en mai 68, le jour et le moment où la vie de l'immense mathématicien Alexandre Grothendieck a basculé. À partir de ce moment-là, il va acquérir une conscience écologique profonde et devenir peut-être l'un des premiers écologistes radicaux. Nous ne sommes qu'au début des années 70 et il va prendre conscience que l'équilibre de la planète est totalement menacé par l'activité humaine. La seule priorité de l'humanité doit, selon lui, devenir la sauvegarde de cette planète. Il va consacrer la plus grande partie de son temps en militant pour le mouvement Survivre, fondé à Montréal en 69 et qui a précisément pour but la lutte pour la survie de l'espèce humaine. Il fait alors une conférence symbolique au CERN, Centre européen pour la recherche nucléaire, le 27 janvier 1972. Il y explique sa nouvelle vision de la science et en particulier des sciences fondamentales qu'il juge totalement inutiles. Il prône déjà une sorte de décroissance de manière ultra provocatrice dans ce lieu de recherche sur l'infiniment petit, devant un parterre de scientifiques mi-stupéfaits, mi-exaspérés. Alexandre Grothendieck ne dit pas que des choses justes comme l'avenir le prouvera quand il prédira la fin du monde pour 1984. Mais il aborde des sujets cruciaux qui se doivent de l'être. Sur le plan professionnel, il va quitter successivement ses postes à l'Institut des hautes études scientifiques et au Collège de France pour poursuivre son projet révolutionnaire en s'exilant loin de la capitale, à Montpellier, dans un confort minimal. Car oui, l'inconfort fait aussi partie du jeu pour se révolter. Il doit se punir d'avoir vécu si longtemps dans un confort bourgeois. Et c'est à Montpellier, en 1975, que se produit un événement révélateur de l'homme qu'il était. Il héberge dans sa maison un moine bouddhiste japonais dont le visa a expiré. Pour la justice, il est accusé de faciliter le séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire français. Mais il s'agit d'un délit d'une ordonnance de 1945 qui visait les étrangers en situation irrégulière qu'étaient les Allemands. Alexandre Grothendieck décide de se défendre lui-même, il mène sa plaidoirie de bout en bout. Il commence par rappeler que lui aussi a subi la rigueur d'une loi ignoble qui l'a amené au Rieux-Cros où le gouvernement Daladier parquait les indésirables. Il évoque les lois anti-juives ou les rafles effectuées par des gendarmes et autorisées par des juges français. Que m'importe si mon frère est japonais ou français, arabe ou juif, et quel tampon orne son passeport, annonce-t-il devant la cour. Avant de finir son plaidoyer en déclarant « Je plaide coupable du délit d'hospitalité, les faits qui me sont reprochés étant parfaitement corrects sur le fond, je vous demande néanmoins pour l'honneur de la justice française de désavouer un texte de loi qui est en contradiction flagrante avec le sens élémentaire de la justice qui est en chacun de nous et de m'acquitter. » Les juges opteront finalement pour un entre-deux un peu décevant en le condamnant avec sursis. Et puis en 1988, il va enfin avoir l'occasion de faire ce qu'il n'avait pas pu imaginer pour la médaille Fields. Il va refuser le prix Crafoord de l'Académie royale de Suède et les 500 000 $ qui vont avec, un prix à la hauteur d'un prix Nobel. Il va expliquer son refus dans une lettre assez incroyable qui mériterait d'être lue par tous les scientifiques et même par toute la population. Avec un style qui lui est propre, il explique d'abord qu'il n'a tout simplement pas besoin d'argent, ensuite qu'il trouve que ces prix prestigieux sont donnés à des chercheurs qui n'en ont pas besoin, aux dépens du nécessaire des autres. Et enfin que ses travaux pour lesquels il reçoit ce prix datent d'une époque où il partageait les valeurs du milieu scientifique, alors qu'il n'est désormais plus d'accord avec son fonctionnement, en particulier avec le pillage pur et simple qui s'y déroule. Cette position en marge de la communauté scientifique ne va pas l'empêcher dans les années 80 de continuer à faire avancer ses recherches, seul dans son coin à Montpellier. Sa puissance de travail est encore phénoménale. À titre d'exemple, il va rédiger pas moins de 1976 pages de mathématiques entre octobre 90 et juin 91. Rendez-vous compte, on parle de 35 pages par jour pour ce mathématicien de 62 ans. En 91, il décide finalement de se retirer pour de bon de la société en prenant sa retraite à Lasserre, un petit village près de Saint-Giron dans l'Ariège, pour y mener une véritable vie d'ermite jusqu'à sa mort. Il ne veut plus voir personne, y compris ses 5 enfants. Il passe alors le plus clair de son temps à s'occuper de ses plantes, à parler aux fleurs, mais il va aussi continuer à écrire. Encore et toujours, plus que jamais, 60 000 pages rédigées entre 91 et 2014. Cette fois, il n'est plus uniquement question de mathématiques, mais aussi de réflexion politique, philosophique, voire mystique. Il y a notamment un chapitre extrêmement volumineux de 7500 pages intitulé « Problème du mal », puisqu'en effet, dans la fin de vie, il va devenir totalement obsédé par Satan, qui selon lui contrôle toute sa productivité. Il trouve cela très pénible, mais pense que la connaissance de son état lui confère un avantage sur ses semblables.
En quelques mots, il perd la raison. Il fera une tentative de suicide en 2013 en ouvrant le gaz, mais comble de l'ironie de son sort, il sera sauvé par sa maison passoire. Avant de se convaincre finalement d'attendre que Satan vienne le chercher, il mourra paisiblement le 13 novembre 2014. Le sort des milliers de pages qu'il a rédigées entre 71 et 2014 fut dans un premier temps très incertain puisqu'il envoie en 2010 une lettre à l'un de ses anciens élèves en indiquant qu'il interdit toute publication de ses documents. Finalement, son testament laissé à Lasserre viendra libérer ses écrits des péripéties judiciaires annoncées en levant l'interdiction de les divulguer. La quantité de pages qu'il laisse derrière lui est tout simplement vertigineuse. Il faudra certainement 50 ans pour transformer ses notes en mathématiques accessibles, selon son ancien collègue Michel de Mazure. À moins qu'un autre Grothendieck ne survienne d'ici là. Je vous laisse avec le son « Terre-Mère n'est pas à vendre » de Kenny Arcana, un plaidoyer pour la Terre.